The time of illusions is over now. We must build the armed forces of Europe. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington. The European Union was formed in order to screw the United States. L'Europe est-elle en train de vivre un tournant historique? Entre un allié américain plus si fiable et une Russie menaçante, la question de la sécurité européenne est au cœur des préoccupations. Plusieurs pays du vieux continent semblent se réveiller et prendre conscience de la menace qui pèse sur eux, les menant à un réarmement d'une ampleur jamais atteinte depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas se réarmer pour faire la guerre, c'est se réarmer pour défendre la paix. Alors pourquoi la défense européenne est aussi dépendante des États-Unis? Quel est le plan de l'Europe pour sa sécurité? Est-elle vraiment capable de se défendre toute seule et va-t-elle devoir créer sa propre armée? Avec l'aide d'Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles depuis plus de 20 ans, on décrypte tout ça dans cette vidéo. Alors si on regarde un peu dans le passé, ce n'est pas la première fois que des pays européens réfléchissent à une défense commune. C'est même une vieille idée. En 1952 déjà, une organisation, la Communauté européenne de défense, devait voir le jour. Elle aurait été composée de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Elle avait pour objectif de regrouper les capacités militaires de ces 6 pays avec un budget militaire commun et le tout géré par un ministre européen de la Défense. Mais cette organisation ne verra jamais le jour. C'est la France qui rejette finalement le projet pour une raison qui sera d'ailleurs au cœur de la question de la défense européenne pendant les décennies à venir, la souveraineté militaire des pays. En gros, certains pays préfèrent garder le contrôle sur leurs forces armées et sur la prise de décision stratégique. Et l'idée de transmettre ce pouvoir à une structure européenne est perçue comme trop risquée. Depuis cette tentative de communauté de défense, les Européens n'ont jamais vraiment réussi à s'unir dans ce domaine. Une autre organisation plus large s'est alors imposée. Ce qui a remplacé l'idée de cette communauté européenne de défense, c'est une autre organisation, c'est l'OTAN, l'organisation de l'Alliance Atlantique. Alors, elle existait déjà depuis 1949, mais en fait, l'Allemagne est rentrée dans l'OTAN en 1955. À partir de ce moment-là, c'est devenu l'organisation pour tout le monde. Le principe de cette alliance est simple, assurer la sécurité de tous les pays qui en font partie face à la menace soviétique. Pour rappel, à ce moment-là, on est dans un contexte de guerre froide opposant le bloc de l'Est au bloc de l'Ouest. À la création de l'OTAN, donc en 1949, ils sont 12 membres fondateurs. Au fil des années, plusieurs autres pays les ont rejoints et le mouvement a été accéléré après la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, ils sont 32 à faire partie de l'OTAN. Ça fait donc près de 70 ans que la sécurité du territoire européen est assurée par cette alliance et surtout par l'article 5 du traité qui engage chacun des pays membres à intervenir en cas d'attaque contre l'un d'entre eux. Et dans cette alliance, un pays en particulier joue un rôle central, les États-Unis. Ce pays a toujours eu la plus grande capacité militaire et surtout, il possède ce qu'on appelle une force dissuasive, l'arme nucléaire. Pour se faire une idée, en 2025, on estime que les États-Unis possèdent environ 3700 têtes nucléaires. Alors c'est moins que les près de 4300 têtes russes, mais c'est assez pour être pris au sérieux, dissuader un potentiel ennemi et protéger ses alliés. À cela s'ajoutent également des forces militaires américaines ainsi que la présence d'ogives nucléaires sur le territoire européen. C'est ce qu'on appelle le parapluie américain. Le problème, c'est que depuis quelque temps, environ depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, les Européens s'inquiètent et ne semblent plus avoir totalement confiance en cette alliance, qui a pourtant déjà résisté à un premier mandat du nouveau président. Alors pourquoi les choses bougent soudainement? Depuis la guerre, les Européens savent que la Russie peut attaquer. Il y a des services secrets européens qui disent que la Russie sera en état d'attaquer un pays de l'OTAN d'ici 3 à 5 ans. Donc maintenant, il y a une menace qui est perçue en Europe comme beaucoup plus urgente qu'avant. Et puis, il y a aussi des déclarations de Trump qui sont peut-être aussi plus véhémentes que pendant son premier mandat. Là, il fait des déclarations qui sèment le doute. Vladimir Poutine, il se dit, si j'attaque l'Estonie, qui est membre de l'OTAN, est-ce que les États-Unis vont vraiment répondre? Peut-être que je devrais essayer pour voir. Pour se défendre, les Européens font des réunions au sommet et mettent sur la table beaucoup d'argent. Depuis déjà plusieurs années, les budgets militaires des pays ne cessent d'augmenter, avec en première ligne les voisins de la Russie, comme la Pologne, qui a augmenté son budget de 95% entre 2013 et 2022. Signal fort, l'Union européenne a même approuvé début mars un plan de 800 milliards d'euros pour muscler sa défense. With this equipment, member states can massively step up their support to Ukraine. Alors la somme annoncée est clairement impressionnante, mais concrètement, à quoi va servir cet argent ?
Déjà, ce n'est pas 800 milliards offerts aux pays de l'Union européenne. Cette somme, elle est composée de 150 milliards d'euros mis à disposition des États membres sous forme de prêts avec des taux d'intérêt plus attractifs. Et les 650 milliards restants, ils correspondent en fait à la somme obtenue si tous les pays européens dépensaient 1,5% de PIB en plus pour leur défense. C'est un chiffre qui était avant tout destiné à impressionner. La deuxième utilité de ce montant, c'est que ça envoie aussi un signal à l'industrie de la défense. Ça lui dit, voilà, maintenant il va y avoir de l'argent, et donc vous allez pouvoir augmenter votre production. Et les industriels, ils attendaient des signaux pour augmenter leur chaîne, parce que là, ils produisent à peu près au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc, pour produire plus, il faut construire des nouvelles usines. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc là, ils sont sûrs que l'argent va arriver. Et donc, c'est aussi pour eux commencer à planifier l'augmentation de leur production. Avec ce signal lancé donc aux constructeurs européens, l'Europe franchit un pas supplémentaire dans sa volonté d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Parce que si les Européens dépendent beaucoup du parapluie américain, ils dépendent aussi des importations américaines. Pour se faire une idée, ces dernières années, 64% des armes importées en Europe étaient achetées aux États-Unis. L'urgence pour les Européens est donc de produire leur propre matériel sur leur propre territoire. Maintenant que les Européens se sont réveillés et ont commencé à prendre en main leur propre défense, tout reste en réalité à faire. À commencer par savoir quelle structure va incarner cette nouvelle Europe de la défense. Alors une chose est sûre, l'Union européenne ne peut pas assumer ce rôle. Tout simplement parce qu'au cœur de l'Union, certains pays sont neutres, comme l'Autriche, mais plusieurs pistes existent. Alors, est-ce que ça reste à l'intérieur de l'OTAN, mais avec une partie européenne de l'OTAN? Est-ce que c'est une coalition de pays entre eux sans véritable organisation? Ça peut marcher un petit temps, mais ça peut devenir compliqué sur le long terme. Là-dessus, on n'est pas encore totalement au clair. L'Europe ne va pas non plus se doter d'une armée commune comme on a pu l'entendre, notamment dans la bouche du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je crois vraiment qu'il n'y aura pas d'armée européenne. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que les armées nationales soient capables de bien se battre ensemble, enfin de travailler ensemble. L'armée européenne, personne n'en veut. La défense, c'est quelque chose qui est profondément national. Militairement, l'Europe est loin d'être démunie. Si l'on additionne les forces des pays de l'Union européenne plus du Royaume-Uni, on obtient ceci. Plus de 1,6 million de soldats, c'est plus qu'aux États-Unis et qu'en Russie. Plus de 4400 chars de combat. Près de 6000 avions et hélicoptères, sans oublier bien sûr les 290 ogives nucléaires françaises. Alors ces chiffres sont plutôt rassurants et nous rappellent surtout que l'Europe a probablement les moyens de s'en sortir sans les États-Unis à ses côtés. Pour autant, il ne faut pas s'imaginer non plus que le réarmement en cours a pour objectif d'envoyer des soldats au front dans les prochains mois. C'est tout le contraire. Personne n'imagine une grande attaque de la Russie. Les chars ne vont pas arriver en Suisse ou en Allemagne ou en France. La Russie, ce qu'elle pourrait faire, c'est d'attaquer un pays comme l'Estonie, par exemple, pour voir. Et donc là, la grande question, ça sera quelle est la réaction des Européens? Est-ce qu'on va laisser les Estoniens aux Russes ou pas? C'est ces choix-là auxquels les pays européens risquent d'être confrontés dans les années qui viennent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se réarment, c'est pour ne pas être confrontés à ça. Face à la situation géopolitique actuelle, l'Europe est donc à un carrefour stratégique. Alors qu'à l'origine, l'Union européenne était un projet de paix, elle doit maintenant trouver le moyen d'intégrer sa sécurité et sa défense dans ces discussions. Un changement majeur qui ne se fera certainement pas du jour au lendemain, mais qui redéfinira l'avenir stratégique du continent. Voilà, j'espère que ce décryptage t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.